Oui, cette mélodie, ce générique, vous le connaissez en tout cas depuis déjà quelques jours. Club mondial, nouveau rendez-vous sur la radio qui mouille le maillot. Ça parle des quarts de finale de cette Coupe du Monde qu'abrite le Qatar. Ah oui, pays assez curieux, qui est 5 fois plus petit que le Togo, mais qui a des stades à plus de 60 000 places. Oui, sélection avec une curiosité, le Maroc, capable d'aller dans le dernier carré. La question reste posée et nos footeux auront en tout cas le loisir de nous dire, de nous donner plusieurs indices. Toutes les infos croustillantes, à savoir séquence rétro dans cette belle aventure. Vous écouterez quelqu'un, oui, que vous connaissez peut-être bien ou pas. Ça va se passer dans cette émission. Eloma Dovon et Sa Majesté Pélagie Mekoum vont nous accompagner. Et nos footeux, ils sont 3 jeunes de la nouvelle génération. On va les écouter tout à l'heure. Est-ce qu'ils seront beaucoup plus clivants envers le Maroc, ou peut-être l'Argentine, ou peut-être le Portugal de Cristiano Ronaldo? La question reste posée. Mais ce qui est sûr, ce ne sont pas des férus de Kylian Mbappé. Voilà ce qu'on peut dire. Club mondial, bonjour mon cher Elom Nayo. Yeah, bonjour monsieur Angelo Folique. Cette fois-ci, j'ai pas... ce serait bien quand même de parler allemand puisque vous supportez la Mannschaft. Déjà renvoyé à la maison. Ok, bon. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Angelo. Wie geht es dir? Es geht mir gut und Ihnen? Ja. Allez, on se débrouille pas mal. N'est-ce pas? Ah ouais, hey, vous êtes également bon dans le rôle de devin. Hein? Bon, parce oui, que là, vous avez deviné que... Oui. Par exemple, moi, je ne suis pas un féru de Kylian Mbappé. Oui. Je ne sais pas comment vous l'avez su. Bon, c'est juste une inspiration. Même si son talent nous fait chose, mais l'homme, en tout cas, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. On va parler d'autres joueurs que vous aimez beaucoup dans cette émission. Mon cher Fidias Alindé, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Angelo. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radio qui mouille le maillot. Comment tu te portes aujourd'hui? Oui, très bien. Très bien. Oui, ça va. Super, merci d'être là. Il y a également un autre footeux. Lui, on le sait très bien. Hein, c'est un invétéré de Cristiano Ronaldo. Gordomela, Lanson, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Comment vous allez? Je vais super bien. Super bien. Ouais. Mais votre star ne va pas super bien. Moi, je suis collectif. N'est-ce pas? Ouais. Vous rêvez un jour voir Cristiano Messi jouer ensemble? Ouais, possible. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui, on attend de voir si cela peut être possible sur la terre. Alors, messieurs, on va justement rentrer dans le vif du sujet pour parler du Maroc qui est en quart de finale. C'est historique, c'est monumental. Vous vous attendiez à une équipe marocaine battre l'Espagne et se qualifier pour les quarts, Fidias? Non, moi franchement, si je dis tout de suite que je m'attendais à voir la sélection de Lions de l'Atlas battre la Rora, j'ai menti parce que je dirais toutes les statistiques montraient que en fait le Maroc devait sortir parce que c'est la Rora, c'est la grande Espagne. On voyait une équipe qui a mis quand même 7 buts au Costa Rica et maintenant finalement c'est le Maroc qui nous a surpris avec un très beau, bon je dirais pas un très beau jeu, c'est pas très beau à regarder jouer, mais c'est quand même très très efficace. C'est un 4-3 mais dans l'animation qui ressemble plutôt à un 5-4-1 et avec des ailiers qui se comportent comme des latéraux qui descendent beaucoup, en l'occurrence Hakim Ziyech qu'on n'a pas pratiquement vu dans un rôle offensif tout au long du match. Également Sofiane Boufal, lui il a tenu son rôle offensif mais ça n'a pas été tranchant, ça n'a pas été clivant, ça n'a pas été chirurgical pour pouvoir marquer dans le jeu, mais cette équipe marocaine là, j'avoue, elle m'a agréablement surpris, vraiment chapeau à eux. J'espère que comme ils ont été la première équipe africaine à se qualifier pour les 8e de finale en 86 du côté de Mexique, j'espère que pour la dernière Coupe du Monde à 32 équipes, ils vont bien nous faire plaisir et être la première nation africaine à se retrouver au dernier carré. Merci. Voilà qui est dit. Alors, on parle de cette équipe du Maroc. Aujourd'hui, au lendemain, plusieurs jours après cette qualification, quels sont les adjectifs que vous allez sortir pour cette équipe marocaine que vous avez vue?
C'est une équipe, je peux dire synonyme d'une équipe américaine, parce que là, c'est une équipe des joueurs qui sont prêts à mourir sur le terrain pour leur nation, pour le maillot. Ils ont l'amour du maillot. C'est tout simplement efficace. La détermination de cette équipe, la fougue, la rage de vaincre de cette équipe, c'est ça qu'a démontré cette équipe, notamment si vous voyez les joueurs comme Amrabat, la détermination, la fougue de ce joueur. L'autre fois, c'était pas possible. Après, cette qualification aux dépens de l'Allemagne, de l'Espagne, pour moi, c'est pas vraiment une grande surprise. Pour moi, la surprise était déjà de voir le Maroc se qualifier dans cette poule devant la Belgique et la Croatie. C'était là où s'est située la surprise pour moi. Maintenant, après, l'Espagne, c'est une sélection entre parenthèses, qui ne m'a pas tellement convaincu. Là, on parle de Costa Rica. Costa Rica, bon, entre parenthèses, quoi. Ce n'est pas une nation de football. Ouais, on le sait. Ouais, c'est vrai qu'en 2014, ils ont été jusqu'en quart, ils ont créé la sensation, mais il y avait deux forces. Devant, c'était Campbell et derrière, c'était Navas. Vous et moi, on ne connaît pas assez de joueurs costariciens. Justement. À part peut-être Navas. Navas, c'est Campbell aujourd'hui qui a 8 ans de plus. Déjà, en 2014, il n'arrivait pas à jouer 90 minutes. Aujourd'hui, il a 8 ans de plus, imaginez. Donc, c'était pas une grande sélection, cette sélection costaricaine. Oui. Et derrière, on a vu comment l'Espagne a souffert face à l'Allemagne, par exemple. Oui. Même s'ils ont dominé pendant 15 minutes, à l'arrivée, le score ne leur donne pas raison. Face au Japon, ouais, je peux accepter que l'Espagne s'est laissée battre par le Japon. Mais quand tu vois également dans ce match face au Maroc, après ce match, tu te dis si c'est pas... Il y avait rien. Tu te dis si c'est pas le Japon qui a réellement battu l'Espagne. Oui. Parce que l'Espagne, c'était pas convaincant. Luis Enrique, dans la gestion de son effectif, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer, mais quand même, chapeau à cette équipe marocaine avec Hakim Ziyech, Mazraoui, Amrabat, Amala ou encore Sofiane Bouffal. Cette sélection marocaine qui sort l'Espagne avec une séance de tir au but assez surréaliste. 3 tirs réussis par les Marocains, 0 pour l'Espagne. Il faut dire, dominer n'est pas gagné. L'Espagne a fait plus de 1000 et quelques passes, mais c'est le Maroc qui l'a remporté. Moi, je l'ai toujours dit depuis le début de ce mondial, quand l'Espagne avait gagné le Costa Rica 16-0, il y avait les réseaux, tout le monde criait, voilà, on a déjà trouvé le champion du monde. D'accord. Voilà, vous vous êtes dit, mais attendez un peu là. Je l'ai dit, mais on est jusqu'au premier match. Moi, j'ai vu le match Espagne-Costa Rica, c'était pas ça. La défense était dispapiée, il y avait tout. D'accord. Donc, je comprends pas pourquoi les gens criaient, ouais, on a déjà Bon, ils ont vu du spectacle. Ils ont vu du spectacle, certes, mais cela ne signifie pas qu'ils vont gagner la coupe. Ils vont marcher sur tout le monde. Les gens criaient, voilà, on a trouvé des jeunes, ces jeunes vont battre les trucs. J'ai dit, mais attendez, quand j'ai vu les 2 derniers matchs du Maroc, je me suis dit, ouais, moi, je ne suis quand même pas surpris de voir le Maroc gagner à la fin l'équipe d'Espagne. En tout cas, ça a été fait et on a vu toute la liesse dans tout le Maroc et même au niveau de l'Afrique, comment on a célébré cette qualification du Maroc pour les quarts de finale. Luis Enrique, la conséquence derrière, c'est qu'il prend la porte. 52 ans, 44 matchs. Et puis derrière, il y a le tweet de Sergio Ramos qui n'a pas été sélectionné pour ce mondial. Ça aussi, ça a fait débat un peu partout. L'Espagne ne perd pas, l'Espagne apprend, l'Espagne tombe, trébuche, mais se relève et continue de mener. Nous reviendrons et nous reviendrons plus fort. Allez l'Espagne. C'est ça le message de Sergio Ramos. Vous appréciez? Oui, j'ai apprécié son geste. C'était fair play et bon, moi, je pensais qu'il allait critiquer le sélectionneur, mais non, tout a été OK, normal. Donc, tout a été OK. Ouais. On rappelle que Luis Enrique a été viré et remplacé par Luis de la Fuente, qui débarque. Lui, il a 61 ans. Il a remporté l'Euro U19 en 2019. Il connaît les joueurs comme Olmo, Soler, Oyarzabal, Merino, Pedri, Rodri, Asensio ou encore Unai Simon sont tous passés dans ses mains. On suivra ce qu'il va donner peut-être d'ici dans 2 ans lors de l'Euro. Ce sera chez vous, ouais, en Allemagne. Il a été également finaliste des Jeux Olympiques. Exactement. Avec les espoirs. La médaille d'argent perdue face au Brésil, Daniel Alves à l'époque. Voilà qui est dit. Alors, on enchaîne, messieurs, pour parler d'une autre démission. C'est celle d'Oliver Bierhoff, 54 ans. Il quitte le poste de directeur général de la Fédération allemande de football après le fiasco allemand. Comment vous le comprenez? Je pense que généralement, on voit souvent c'est les coachs qui partent après les débats comme là. Quand c'est le directeur sportif qui parle, là, ça veut dire que ça fait 18 ans qu'il est à ce poste. Oui, peut-être qu'il se dit qu'il est au bout d'un cycle, que peut-être il se dit peut-être c'est mieux de partir plus que
c'est mieux de partir que de rester, que de rester prolonger. et que c'est l'opinion publique qui lui demande de partir. De plier bagage. Oui, mais moi je pense que cette équipe, cette sélection de la Mannschaft là, je pense qu'elle ferait mieux. Vous avez dit la dernière fois qu'elle a manqué de numéro 9. Ou bien c'est pas 9, vous? non, Oui, c'est pas moi. C'était vous. Oui, mais Voilà. je pense qu'aujourd'hui, Tony Kroos devrait songer quand même à revenir. Parce que, oui. Là, je pense Il a manqué à cette sélection énormément. Et ceux qui sont là, Joshua Kimmich, Goretzka et tous les Kimmich, autres. je suis désolé, il n'arrive pas à faire le boulot au milieu du terrain. Joshua Kimmich, il faut qu'il soit latéral dans cette équipe de l'Allemagne. Excusez-moi, mais vous prenez Tony Kroos, la capacité qu'a Tony Kroos de renverser le jeu, de changer, je dirais, d'un aile. Ça a manqué à l'Allemagne dans ce mondial. Ça a manqué à l'Allemagne dans ce mondial. Le jeu, normalement, de Hansi Flick, c'est de gegenpressing des Allemands. C'est-à-dire, c'est un 3-5-2. Pourquoi n'a-t-il pas réussi cette année? Oui, parce qu'il n'a pas les gens de joueurs il n'a pas le profil de joueurs qu'il a au Vous Bayern. partagez cet avis? Je pense que ce qui a plus manqué à l'Allemagne dans cette Coupe du Monde, c'est justement l'attaque. Le côté attaque. C'est vrai, Kimmich, on l'a attendu, on se disait qu'on voyait en lui Tony Kroos, Schweinsteiger, mais à l'arrivée, il ne répond pas aussi tellement. Mais je pense que c'est pas ça tellement qui a été... c'est un élément. Ouais, c'est un élément également. Mais ce qui a cruellement manqué à cette équipe allemande dans cette Coupe du Monde, je pense que c'est le secteur attaque. Parce que quand on voit face au Japon, ils ont dominé le jeu, ils ont fait tout. Mais ils ont été battus. C'est la finition, la concrétisation des actions qui a été le problème. Donc, c'est également un élément, mais pas l'élément fondamental majeur de cette sélection. On rappelle que Oliver Bierhoff, 54 ans, il a fait quoi déjà? Il a été longtemps manager de l'équipe nationale allemande pendant plus de 13 ans. On se rappelle qu'il a même contribué à la victoire en 2014 de la Mannschaft sous Joachim Löw. Et je pense que apparemment, les Allemands aiment rester longtemps à leur poste. Oui, c'est une des missions qui vient justement à point nommé. Parce que là, déjà, depuis, on constate que la direction technique de l'Allemagne ne révolutionne pas le système de jeu allemand. C'est la même chose chaque année, depuis Klinsmann, par l'œuvre, jusqu'à Hansi Flick, c'est la même chose. Et les adversaires, quand vous faites la même chose à chaque fois, à un moment donné, ils vont vous avoir quoi. Et surtout avoir une idée sur votre projet de jeu, comme la Furia Roja aujourd'hui. Et parlons tout à l'heure de fiasco allemand. La direction, ou soit même la fédération allemande de football a décidé de mettre Hansi Flick toujours au poste, de le maintenir au poste. Lui, il n'est pas du tout limogé. On va continuer, messieurs, toujours dans nos joutes verbales, pour cette fois-ci parler de la danse des Brésiliens qui dérange. Mon cher Gordo Lordson, je sais que vous avez des origines portugaises. Alors, parlons du Brésil. À chaque but marqué la dernière fois contre la Suisse, les Brésiliens dansaient. Comment vous interprétez cela? Tout d'abord, il faut savoir que l'origine du Brésil, c'est la danse. Je ne sais pas si moi, j'ai pas su, mais j'ai regardé par après les documents, par la Coupe du Monde 54-58, j'ai vu comment ils étaient, c'est la danse. Moi, je ne sais pas pourquoi célébrer un but c'est pas un manque de respect, comme l'a dit le joueur, l'ex-joueur de Roy Keane. Mais il n'a qu'à laisser les joueurs célébrer. Chacun a le droit de célébrer son but. Donc, l'autre fois, j'ai entendu dire non, que c'est un manque de respect pour célébrer. Moi, je trouve qu'il exagère. Rafinha qui dit on a prévu 10 danses. Si jamais on marque 10 buts dans un match, à chaque but, on fera une danse. Comment vous appréciez cela? Irrespectueux ou pour vous, c'est logique, c'est la culture brésilienne? Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. La Coupe du Monde, vous savez, la beauté de la Coupe du Monde, c'est également ça. Tout le monde apporte sa culture. On ne va pas quand même... On ne sanctionne pas les joueurs arabes quand ils marquent et qu'ils se prosternent au sol et ils se lèvent. C'est la culture. Ça, c'est une prière, c'est pas une danse, mon cher Fidias. Même si c'est une façon de célébrer le but. Quelqu'un peut se lever et dire non, moi je suis chrétien, pourquoi tu fais ça? Moi, ça m'irrite. Je suis contre. Vous jouez au football? Oui, bon, j'ai joué au football, mais pas au haut niveau quand même. Bon, non, je sais. Vous n'avez pas été professionnel. Oui. Mais quand on vous marque 5-4 buts, 3 buts et que l'adversaire célèbre, ça vous dit rien? Ça me dit... Ça énerve. Ça énerve. Voilà. Ça énerve, c'est vrai. C'est ce que je voulais entendre. Ça énerve, c'est ce que je voulais entendre. Alors, votre réaction... Mais c'est pas interdit. Ça énerve, mais c'est pas interdit. Mais il ne faut pas aussi exagérer. Oui, mais bon.
Il y a Tite également qui a participé à la danse du pigeon la dernière fois. Ah ouais, et il a justifié que ce sont des jeunes, il faut être dans leur langage, et leur langage c'est la danse. Comme l'a dit l'ami, la danse ça fait partie également de la culture brésilienne. Leur samba, on le voit à chaque temps. Donc si vous ne voulez pas être victime de cette danse, allez, si vous êtes sur le terrain face au Brésil, faites bien votre devoir et gagnez-les. Comme ça, ils ne vont pas danser, vous célébrer. Moi, Qui sait que Luka Modric va vous entendre ce soir. Intéressant. Oui, terminé. Ah oui, là, moi, je ne vois rien d'irrespectueux dans ce geste. Il marque, c'est le mérite, quoi. Il le célèbre. Peut-être c'est leur façon également de se débarrasser de la pression, parce qu'on les a annoncés tant favoris. Donc, c'est également un élément qui leur permet d'être à l'aise dans le jeu, d'aller. Et félicitations. Moi, je vais voir encore davantage plus de danse. Ah oui, Rafinha a dit qu'il en a 10, donc pourquoi pas. Ça saute vite, là. Ça saute vite, oui. On attend de voir tout ça dans les jours ou les heures à venir. Croatie, Brésil, c'est aujourd'hui, en tout cas, on le rappelle. On va en parler tout à l'heure, les affiches des quarts de finale. Roy Keane, on l'avait dit, qui pense que c'est irrespectueux vis-à-vis de l'adversaire. Juninho, qui également s'est expliqué en disant, tiens, c'est une question de culture. Le Brésil est un peuple de plusieurs cultures, la samba, le funk et tout ce que vous voulez. Alors, messieurs, après le Brésil, on parle du Portugal, puisque le Brésil et le Portugal, c'est pratiquement la même langue. On va parler de Gonçalo Ramos. Il est aujourd'hui peut-être la superstar de ce mondial, ou bien non? Non. Il est une révélation, je peux dire. C'est une révélation, mais pas une superstar. Je pense que c'est un jeune qui a quand même su saisir sa chance de la meilleure des manières, et surtout avec beaucoup de réussite. 4 tirs cadrés, 3 buts, c'est exceptionnel. Maintenant, est-ce que l'ombre de Cristiano Ronaldo ne va pas planer sur ce garçon? Est-ce que ce garçon-là va pouvoir tenir face à la pression? Parce que, vous savez, c'est les genres de situation qui peut diviser un groupe en deux. Dans cette équipe-là, il y a ceux qui ont vécu... Mais face à la Suisse, il n'a pas eu de pression. Il a marqué 3 buts. Oui, face à la Suisse, il n'a pas eu de pression. C'est l'insouciance de la jeunesse. Maintenant que tu t'es fait un statut, tu t'es fait un nom. Avant, on ne te connaissait pas. Maintenant, on te connaît. On sait que c'est Gonçalo Ramos. Il est capable de faire un triplé lorsqu'il en a les occasions. Et il est capable également de mettre Cristiano au banc. Pour le Cristiano de 38 ans aujourd'hui, il peut le mettre au banc. Mais dans cet effectif-là... Pourquoi vous misez sur son âge? Oui, l'âge ça compte. Mais le joueur, lui, veut jouer tous les matchs. Oui, même si lui veut jouer tous les matchs, il sait tout au fond de lui qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans. Il ne faut pas qu'il essaie de faire jouer sa légitimité, ou je dirais son aura sur le choix du sélectionneur. C'est lui la superstar. C'est lui la superstar, on n'en disconvient pas, mais il y a des choix à faire. Lorsque le jeune Gonçalo Ramos est là, il cause beaucoup plus de problèmes à la défense que Cristiano aujourd'hui. Donc je pense que il devrait être titulaire, mais ce serait en commun accord avec Cristiano Ronaldo. Il faut que les bénédictions de Cristiano Ronaldo l'accompagnent. Oui, parce que ce groupe-là, ce serait non, c'est important, parce que Cristiano Ronaldo, mais c'est attendez, lui, il fait partie de ceux qui... Ramos doit jouer, il doit avoir la bénédiction de Ronaldo. Oui, il doit avoir la bénédiction de Ronaldo. C'est suspicieux de ma part, mais il doit y avoir. Extraordinaire, mon cher énorme. Est-ce que Ronaldo va lui donner cette bénédiction? Connaissant le monsieur, lui, il veut être là chaque fois présent. Et est-ce que ce changement, c'était un choix tactique de Fernando, ou bien c'est suite à la réaction de Cristiano? Vous pensez qu'il a fait ce choix-là par hasard? Ouais, je pense que c'est la réaction de Cristiano lorsqu'on l'a sorti face à la Corée du Sud qui a occasionné ce changement. Parce que je ne pense pas que c'était forcément un choix tactique au départ pour Fernando Santos. Donc pour vous, c'est un hasard? Ouais, c'est un hasard. Parce que là, vous êtes en élimination directe. Pourtant, nous parlons de Gonçalo Ramos, qui est le meilleur buteur du championnat portugais. Ouais, le meilleur buteur du championnat portugais. Par rapport à quelqu'un qui a 38 ans Benfica, et qui n'a pas marqué le moindre but en Coupe du Monde. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, quand on voit les stats, même Cristiano à 37 ans peut faire plus que ce jeune, quand on se réfère à... Bon, ça reste votre avis, je le respecte. Alors, on rappelle que dans l'histoire, c'est le premier Portugais à inscrire 3 buts en un match de Coupe du Monde depuis Eusebio. C'était lors de la Coupe du Monde 66. En élimination directe. Absolument. Ouais. Et c'est important. Parce que Cristiano l'avait fait face à l'Espagne. Bon, je vois que vous avez... Gordo me l'a rappelé là. Donc, voilà, la dernière fois. Intéressant. Le triplé contre la Suisse, en tout cas, c'est le premier du mondial. Là aussi, il faut le faire. Oui. Aucun joueur, en tout cas, toutes les stars sont presque là. Mais Ramos fait fort. Même si la Suisse n'était pas aussi à son niveau qu'on peut l'espérer. Effectivement, comme vient de dire mon ami, la Suisse n'était pas ça. La Suisse n'a pas fait sortir un grand match. Donc, c'est une révélation. C'est une révélation pour Gonçalo. Mais il faut aussi souligner que Ronaldo n'a plus
n'a impacté aucune défense cette Coupe du Monde. Ah ouais, depuis le début. Pour vous, il ne fait pas peur? Non, il ne fait plus peur. Il fait plus peur. Voilà, il fait plus peur. Ce n'est pas l'âge. Moi, ce qui arrive à Ronaldo, le fait de voir que Messi est en train de marquer, il faut qu'on se dise la vérité. Justement. Fait de voir que Messi est en train de marquer et de porter sa sélection, il veut le faire. Même s'il n'a plus la capacité de le faire aujourd'hui. C'est pas question d'âge. Bon, il y a aussi l'ego. Il est frustré. Mais il oublie qu'il a commencé avec Messi. Voilà. Bon, de toutes les façons, on n'est pas là pour faire des comparaisons, messieurs. Nous ne donnons que des informations utiles aux auditeurs. Vous voulez terminer, oui? Je le dis, Ronaldo doit être dans un rôle de joker, mais pas forcément commencer un match parce que Ronaldo n'a plus les jambes de 18 ans. Non. Cristiano Ronaldo, il sera également là pour le match face au Portugal. On va en parler dans les minutes à suivre. On rappelle également que le Portugal a eu des attaquants, 9 nominaux dans le passé, comme Nuno Gomes, Herder Postiga, Hugo Almeida ou encore André Silva, pardon. Mais ils ont du mal à percer. Gonzalo Ramos, retenez ce nom, 21 ans. C'est peut-être Paoletta. L'aigle des Açores. Ah oui, justement. Les Parisiens sont là, mais je ne sais pas. Non, il n'est pas parisien. Alors, messieurs, on continue d'égrener en tout cas nos différents thèmes. Et après avoir parlé de Gonzalo Ramos, 21 ans, on va parler également d'autres joueurs, d'autres contingents de jeunes joueurs. Nous avons par exemple Kylian Mbappé, Bukayo Saka, Cody Gakpo et puis Raphaël Léon. Les 4 joueurs ont minimum 21 ans, maximum 23 ans. Parmi ces 4 joueurs, qui pour l'instant, selon vous, réalise la meilleure Coupe du Monde? Je vais nommer encore une fois Mbappé, Saka, Gakpo et Raphaël Léon. Oui, Mbappé, Saka, Gakpo, Raphaël Léon. Moi, je trouve que vous avez plutôt le jeune qui m'a plus impressionné plutôt, c'est Jude Bellingham de l'Angleterre. Oui. Mais là, il n'est pas dans la liste. Dans ma liste, il n'est pas. Donc, oui, voilà. C'est le jeune qui m'a le plus impressionné. Après, Mbappé, ce qu'il fait, c'est énorme. Mais Mbappé, on l'a déjà connu. On sait qu'il est capable de ce genre de choses. Et cette fois-ci, c'est très bien. Il a déjà 5 buts. Mais c'est face pour vous, c'est pas extraordinaire. Bon, c'est pas aussi si extraordinaire. Connaissant le joueur, on connaît Mbappé, tout ce qu'il peut faire comme stat et cette fois-ci entre parenthèses également c'est pas face à des sélections aussi huppées que ça. Quand on voit le Danemark, on a vu leur forme cette mondiale au cours de ce mondial, la Tunisie on a vu face à la Pologne, c'était pas vraiment ça, mais il fallait quand même le faire. Il a planté 5 buts et c'est très bien. Après Gakpo aussi, c'est un jeune qui m'a impressionné. Oui, déjà 3 buts marqués. 3 buts parce qu'il a supporté cette équipe en l'absence de Memphis Depay. Des buts décisifs aussi. Début décisif. Il a mis 3 buts dans 3 matchs lors de la phase de poule et c'est impressionnant ce qu'il a fait tout simplement. Et il y a également le jeune Moussiala, malheureusement s'il est parti. Il est déjà rentré à la maison. Oui, mais ça a été le meilleur joueur de l'Allemagne. Il doit déjà commencer à s'entraîner avec le Bayern. Ah ouais, et se préparer pour la Ligue des Champions. Sur ces 4 que nous venons de nommer, Mbappé, Saka, Gakpo et puis Raphaël Léon. Moi je dirais Kylian Mbappé. Parce que, bon, même si c'est déjà un grand nom, on ne devrait plus le classer parmi les jeunes qui ont impressionné. Parce que Mbappé, ce n'est plus un joueur de l'avenir. Beaucoup de médias français qui disent qu'ils peuvent maintenant dîner à la table de Messi et de Ronaldo. Non, pas encore. L'erreur que Griezmann avait fait. Mbappé, pour moi, le meilleur joueur, pour moi, c'est celui qui a beaucoup d'impact sur les résultats de son équipe. Là, nous parlons des jeunes joueurs. Oui, même des jeunes joueurs. Et voilà comme Kylian en a 23, Mbappé, c'est ça. Voilà. D'accord. Il est impliqué sur 7 des 12 buts de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. Et surtout, ce qu'il a fait dans cette Coupe du Monde, c'est qu'il a montré que... Plus de 50%. Oui, il a montré rapidement que, effectivement, l'équipe du Paris Saint-Germain devait être construit autour de lui. Parce que quand vous voyez avec l'équipe de France, quand on joue avec un numéro 9, un numéro 9 de métier et que Kylian Mbappé est sur le flanc droit, capable de rentrer dans l'axe parce qu'il sait qu'il y aura couverture de Griezmann et il sait qu'il pourra remiser sur Giroud et frapper, enrouler et être libre. C'est ce qu'il veut. Et il a montré de par cette Coupe du Monde, qu'il est capable, qu'il a les épaules assez larges pour pouvoir porter une équipe. Bravo au gamin de Bondy. Je pense que le meilleur reste à venir pour lui. Vous l'avez dit, le meilleur reste à venir pour Kylian Mbappé, le gamin de Bondy. Mon cher Gordo, vous voulez ajouter un mot? Oui, il y a de cela 4 ans, moi, si j'aurais dit Mbappé, mais là, actuellement, c'est le jeune Gakpo.
Gakpo Cody, en tout cas. Pour moi, c'est plus une révélation. Qui serait dans les petits papiers de Manchester United pour la prochaine fenêtre des transferts. On attend de voir si il y a Louis Van Gaal, ça donc va ça va se passer faire. vite. Ça va passer vite. Il y a Louis Van Gaal, donc n'est-ce ça pas? va. Le Real va le prendre. Le Real, voilà, il y a déjà des avocats. Vous savez, les Néerlandais, ils sont comme ça. N'est-ce pas? Ils ont leur connexion. On a vu ce que un certain, pourquoi j'oublie son nom, la légende du Barça, le numéro 4, l'auteur du coup franc en 92, là, je suis en train d'oublier son nom. Ronald Koeman. Il nous a monté toute une équipe. La connection made in Holland. Made in Holland. Donc, partout où ils passent, ils amènent leurs compatriotes. Voilà, les Hollandais. Ils sont forts dans ça. Alors, en tout cas, merci messieurs. Même si l'émission n'est pas encore terminée, hein, on n'est qu'à la demi-heure. On va continuer de parler d'autres infos dans ce mondial. On va attaquer dans quelques instants les affiches des quarts de finale et pas des moindres. En tout cas, c'est des sélections qui nous ont déjà fait, on pourra dire, lécher les babines en ce qui concerne les éditions de Coupe du Monde. Alors, Club Mondial, nous sommes toujours au rendez-vous et là, maintenant, on va s'intéresser à la séquence rétro. Nous avons pris le temps également d'aller discuter, échanger, papoter avec un des aînés de la corporation et justement, lui aussi, il s'est amusé à se rappeler de quelques anecdotes liées à la Coupe du Monde. On va écouter et on revient tout à l'heure. Kodjo Avouleté, bonjour. Bonjour. On va échanger avec vous concernant la Coupe du Monde. Dites-nous, depuis que vous êtes dans le giron du journalisme au Togo, les éditions se suivent depuis 1930. Quelles sont les éditions de Coupe du Monde qui restent mémorables avec vous? S'il faut évoquer les éditions qui sont restées dans ma mémoire, je peux évoquer celle de 1982. On était de grands gamins, on ne comprenait pas grand-chose à ce qui se passait, mais on ne pouvait pas ne pas suivre ces matchs-là, en blanc-noir, bien entendu. Et il y a eu derrière ça l'édition 1990, avec les performances du Cameroun. On comprenait déjà plus ou moins ce qu'était le football, ce qu'étaient les enjeux. Derrière ça, il y a eu l'édition de 2002, où le Sénégal nous avait fait vibrer, surtout dès ce premier match où le Sénégal avait battu cette France-là et les performances que l'équipe a faites derrière en se hissant en quart de finale. Ce fut une grande équipe du Sénégal et cela est resté dans la mémoire. Je me souviens surtout des conditions dans lesquelles cette équipe-là avait triomphé de la Suède. Cela nous avait beaucoup fasciné. Et après ça, naturellement, un Togolais ne peut pas ne pas parler des éditions de la Coupe du Monde sans évoquer 2006. C'est notre Coupe du Monde, quoi. C'était notre Coupe du Monde. C'est ce que je vais retenir in fine parmi toutes les éditions qui sont restées dans ma mémoire. Par patriotisme, même si ça peut pas être du souverainisme, je vais parler de 2006. 2006, justement, parlons-en. Durant ce parcours des éperviers, qu'est-ce qui vous reste toujours dans le coin de la tête que vous pouvez raconter à votre enfant aujourd'hui durant cette Coupe du Monde en Allemagne? C'est principalement le comportement de notre sélection. C'est une sélection qui était dans une dynamique incroyable. On a fini dans un groupe compliqué premier, double qualification pour la Coupe d'Afrique et pour la Coupe du Monde, avec le meilleur buteur de la compétition. Donc on arrivait à cette Coupe du Monde-là un peu euphorique, même si tout le monde était sûr que l'équipe n'était pas encore au niveau de la Coupe du Monde. On avait fait venir Otto Fista qui, en quelques mois, a réussi à bâtir une équipe de conquérants, de combattants. Et je crois que sur les 3 matchs qu'on a disputés à cette Coupe du Monde-là, à aucun moment on a été ridicule. C'est une époque, c'est quelque chose que je retiens avec intérêt, une sélection qui n'a pas été ridicule. On a perdu 3 matchs, mais je me souviens d'une équipe combattante qui est restée intéressée, concernée et qui s'est battue jusqu'au bout. Kodjo Avouleté, parlant d'une anecdote que vous voulez raconter aux auditeurs de l'émission Club Mondial. Oui, je me souviens bien le premier match du Togo à cette Coupe du Monde, c'était contre la Corée et surtout le premier but de Kader. On avait suivi le match à la rédaction du journal La Matinée, qui est aujourd'hui Dunia Le Monde. Et je me souviens également qu'à l'époque, je venais d'acheter, ça devait coûter quelque chose de 20 000. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. Une espèce d'enregistreur. C'était un petit boîtier qui était à la fois un enregistreur audio, mais en même temps, ça permet de jouer de la musique. Et avec ça aussi, on pouvait enregistrer de la voix pour les interviews, justement, comme en presse papier, on a besoin de ça. Et je me souviens que je regardais le match là à la rédaction pendant que j'avais le petit bijou là sur la table et j'avais l'écouteur aux oreilles. Quand Kader avait réussi à marquer le but, je me rappelle que j'avais sauté tellement de joie que le petit joujou s'était écrasé au sol. Les 20 000 étaient partis comme ça. J'étais heureux. Mais à la fin du match, je me suis rappelé que je venais de perdre 20 000 francs
que j'ai difficilement trouvé pour acheter ce joujou-là. Mais la fierté, l'euphorie était telle que je ne pouvais pas me rendre sur le coup que j'étais en train d'écraser quelque chose que j'avais acquis en étant tout content parce que j'avais dorénavant un enregistreur. C'était le fait pervers du but de Kader, c'est l'histoire. Et pour la petite histoire, derrière ça, le petit joujou était abîmé, j'ai plus jamais pu utiliser ça encore. Ah, ça reste une anecdote inoubliable. Absolument inoubliable. Absolument inoubliable. Merci Kodjo. Merci. Ah oui, c'est aussi ça. En tout cas, l'effet pervers du football, quand ça vous fait perdre, de l'argent et matériel. Vous avez suivi tout ça avec Elam Nayo. Ah ouais, c'est ça le football. C'est aussi ça. Hein? Ah, l'émotion que ça peut nous procurer. Vous aimez ce genre d'anecdotes, non? Ouais, des histoires comme ça, privées. En 2006, les gens ont perdu leur moto, mais on s'en fout quoi. On s'en fout quoi, parce que là, c'est un but, le premier but du Togo à la Coupe du Monde. Et derrière, les Coréens nous ont sorti leur vitesse derrière. On oublie ça. On oublie ce côté. On était beaucoup plus en joie. Donc c'est ça. Il nous a parlé également de la Coupe du Monde 82. Là, c'est un jeu de la vie. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle était déjà né. Hein. Moi, en 2006, ce dont je me souviens, c'est que je célébrais tous les buts. Hein. Que ce soit le but du Togo, que ce soit le but, moi, je célèbre seulement. Intéressant. Alors, messieurs, on va continuer. C'est comme ça dans le Club Mondial, hein, tout en relax et puis voilà, décontracté et décalé. On va désormais nous intéresser au match des quarts de finale qui débute déjà ce vendredi à 15h. On aura le match Brésil-Croatie ou Croatie-Brésil, mais avant, on va parler de Pays-Bas-Argentine. Pour parler de Croatie-Brésil, c'est un match très attendu sous les coups de 15h tout à l'heure. Croatie-Brésil, qu'est-ce que vous voyez à la fin? C'est bon? Un bon spectacle. Oui, allez-y. Un bon spectacle, un bon match. Que le meilleur gagne. Oh là là. Il ne veut pas de problème. Hein. Non. Et vous? Et l'homme? Le Brésil va passer forcément. Face à la Croatie. Ça va passer forcément face à la Croatie. Ils vont encore danser, c'est ça? Ils vont encore danser. C'est une équipe de brésilienne qu'on a vue en absence de Neymar qui a un peu souffert. D'accord. Mais avec le retour de Neymar, ça a déroulé face à la Corée, même si en deuxième mi-temps, ils ont refusé le jeu de jouer. Vous voulez parler de la Suisse ou de la Corée? Je parle bien sûr du Brésil. Ah, d'accord. Et je fais référence au match face à la Corée du Sud. À la Corée du Sud en poule. En huitième de finale. Ouais. Là où ils ont gagné 4-1. Bon, ils ont balayé également la Suisse. Ils ont balayé également. Donc, je pense que la Croatie, c'est même s'il y a les Hitch, Modric, Kovacic, Perisic et autres, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas face au Brésil. Alors, on va suivre en tout cas ce match-là sous les coups de 15h, toujours sur cette même antenne. Et à 19h, on aura un match aussi intéressant. D'abord, avant de parler du match Pays-Bas-Argentine, on va écouter Danilo, hein, le défenseur de la sélection, qui se méfie, qui prend au sérieux la sélection propre à un certain Luka Modric. Croácia marcou 5 gols, sofreu 2. La Croatie a marqué 5 buts et en a concédé 2, si je ne me trompe pas, en 6 participations à des Coupes du Monde. Elle a atteint une finale, les 3 quarts de finale. Ce sont des chiffres qui disent quelque chose. Ils ont des joueurs du calibre de Modric, dont il n'y a même pas besoin de parler. Et puis Kovacic, Brozovic, Perisic, des joueurs que j'ai eu souvent l'occasion de croiser et qui sont habitués aux grands matchs. Il va donc falloir que nous soyons au maximum de notre concentration, au maximum de notre engagement, si nous voulons poursuivre l'aventure. Extremamente preparado para isso, como a gente tem feito. Comment peut-on être favori et avoir peur de l'adversaire? Oui, bien sûr, on peut être favori et avoir peur de l'adversaire parce que lorsque vous restez sur 5 éliminations consécutives en Coupe du Monde face à des équipes européennes, la Croatie, c'est une équipe à craindre parce que d'abord, regardez la configuration de cette équipe. Vous prenez un milieu de terrain expérimenté, constitué d'un milieu de Brozovic qui évolue à l'Inter de Milan. Comment il s'appelle déjà? Luka Modric, le Mozart des Balkans. Perisic en attaque et Kovacic du côté de Chelsea. Vous voyez que c'est une équipe contre laquelle vous ne pouvez pas vous permettre de jouer avec un quatuor offensif. Moi, je conseillerais plutôt à Tite de faire sortir très rapidement soit Vinicius du jeu, soit Rafinha. Parce qu'un quatuor offensif laissant Lucas Paqueta et Casemiro livrés à leur sœur face au talent de passeur qu'a Luka Modric, je pense que ça peut faire très très mal. Le Brésil a intérêt à faire extrêmement attention, faire sortir un de ses ailiers pour faire entrer un milieu
récupérateur pour travailler et gagner le ballon, essayer de construire la victoire et ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est important. On a l'impression d'écouter un coach. Hein. Bon, on attend de voir si vous allez peut-être passer le diplôme bientôt. Alors, on va parler du match Pays-Bas-Argentine. Je parlais tout à l'heure de la folie argentine parce que ce qu'il se passe dans ce pays quand il s'agit de la sélection, c'est extraordinaire. Il y a quelques jours, il y a un correspondant en Argentine qui évoquait une histoire sur une chaîne internationale comme quoi la cordillère des Andes, pour ceux qui ont fait en tout cas la géographie de l'Amérique du Sud, c'est pratiquement une zone coupée du monde où il n'y a même pas de connexion Internet, mais il y a une télévision nationale qui a envoyé des équipes là-bas pour permettre aux habitants, aux villageois de regarder la Coupe du Monde et regarder Lionel Andrés Messi. C'est assez extraordinaire ce qui se vit en Argentine et tout le peuple argentin aujourd'hui prie pour que Messi puisse gagner la Coupe du Monde, même si certains veulent le voir être rapidement renvoyé à la maison. On va réécouter quelques supporters argentins qui sont en train de prier pour l'Argentine et surtout de se méfier de cette équipe des Pays-Bas qui risque de leur faire mal ce soir. La tension est incroyable. On rêve tous de la même chose et ça va être difficile. Mais on a foi en la sélection. On le ressent vraiment comme une finale. Je veux voir l'Argentine championne du monde. Mon père et ses amis me parlent de Diego, de 86, mais j'ai besoin de voir l'Argentine championne du monde pour me dire waouh. Pays-Bas-Argentine, que voyez-vous ce soir? Et l'homme Nayo? Pour moi, Messi remet tout à 50-50. Parce que sans Messi, je dirais que le Pays-Bas va passer. Mais avec Messi, ça revient à 50-50. Je pense que la clé de cette rencontre côté Argentine ce soir, ce serait bien évidemment Messi. Parce qu'on voit que là, depuis le début de la compétition, je pensais plutôt que c'était une équipe argentine qui va porter Messi. Mais c'est Messi qui porte beaucoup plus cette équipe. Mais là, c'est dangereux, non? Et là, c'est dangereux. S'il n'est pas en forme. S'il n'est pas en forme, à son âge, tout peut arriver également. Muselé aujourd'hui, alors c'est fini. Van Dijk il s'est préparé pour envoyer Messi à la maison. Ah ouais, Van Dijk, bon, on verra bien ce que ça va donner. Et là également, je pense que ce qui m'impressionne du côté des Pays-Bas, c'est leur force collective, en fait. La force collective de cette sélection hollandaise. T'as en défense... c'est une défense bien assise. T'as Van Dijk, t'as Timber, t'as Ake, également Dumfries également qui est très bien. Très bon joueur. Et le gros job qu'a De Jong en milieu de terrain, faut pas l'occulter. C'est un joueur qui se met vraiment en évidence dans cette Coupe du Monde. Et devant, tu as le jeune Gakpo qui finit les actions. Heureusement que Depay aussi est de retour. Ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. Donc la force collective du Pays-Bas face à Messi, le solo de Messi, je pense que à l'arrivée c'est du 50-50, même si j'aimerais voir la Hollande passer. Oui, là c'est ce que j'aimerais entendre et vous l'avez dit. La Hollande d'Arjen Robben. N'est-ce pas? Ouais, pas parce que Messi est en face. Ouais, pas parce que Messi est en face. Donc ouais, c'est ça. Ah oui, c'est aussi ça, la Coupe du Monde avec des émotions particulières. On va écouter McAllister, un des joueurs intéressants en tout cas de cette sélection que l'on découvre au niveau de l'Argentine, lui également qui s'est prononcé avant cette rencontre. On sait que c'est un rival très fort, qu'il y a une histoire entre nos deux équipes, nos deux pays. La plus récente étant les demi-finales lors de la Coupe du Monde 2014. On avait pu finalement passer, mais le plus important, c'est de gagner après les 90 minutes, ou en 120 minutes, ou même au tir au but. Alexis McAllister, un des joueurs, un Argentin qui s'appelle McAllister. C'est assez rare hein, quand on connaît les noms argentins de par justement l'histoire. Ce match-là, qu'est-ce que ça vous dit, cher Gardomela Lawson? Je ne dirais pas Pays-Bas-Argentine, mais je dirais Pays-Bas-Messi. Bon, maintenant il faut que j'enlève mon manteau non, c'est vrai, il faut que j'enlève mon manteau d'amoureux, mais il faut qu'on de se supporters, dise, de supporters, de fanatisme et tout. Oui. Moi, quand on est devant Messi, les gens disent que non, ce petit bal, c'est que quand on est devant Messi, on tombe. Messi fait peur. Messi, c'est un joueur spectaculaire. Bon, pas un joueur, c'est un extraterrestre, je peux dire. Donc, on dit même qu'il est classé à part. Oui, parce que ce que tout le monde pense que c'est pas logique, c'est logique chez lui. Donc, dans ce match, comme on appelle l'ex-défenseur de Bayern Munich, il a une fois dit, face au Barça, je vais stopper Messi, je vais
vous avez vu ce qui s'est passé avec le petit pont, il est tombé. Voilà, donc il faut laisser les trucs de Van Dijk qui est en train de dire j'ai il ne s'agit pas seulement de la taille. Hein. Non, il faut dire j'ai préparé des trucs pour arrêter Messi. Messi va partir. Non, il faut laisser ça. Mais devant Messi, il suffit d'un petit truc, il passe à côté, Messi marque. Donc Messi, c'est un joueur, j'espère qu'il sera en forme aujourd'hui pour porter encore l'Argentine en demi-finale. C'est un match assez intéressant que beaucoup attendent sous les coups de 19h. Pays-Bas-Argentine. Moi, je me souviens du match Pays-Bas-Argentine en 1998. C'était un match fou à l'époque avec un certain Ariel Ortega au milieu de terrain. Aller chercher... Avec la passe décisive de Beckham pour Michael Owen. C'est tout simplement magique. Non, c'est lui qui parle du match de l'Angleterre face à l'Argentine. Okay. Bien sûr, mais chacun a son rêve. Ce sont des documentaires ou bien... du but de Dennis Bergkamp, l'attaquant d'Arsenal. Oui, bien sûr. Dennis Bergkamp qui a marqué un but formidable face à Ayala. Ayala qui était son argentin. Des 2 coups de tête de Zizou également. Oui, ça c'était en finale. Ça c'est bon. Ne vous inquiétez pas, vous aurez votre séquence retro très très bientôt dans cette émission. Alors messieurs, on va parler des matchs de demain. Ce sera samedi. Maroc-Portugal, soit Ziyech contre Cristiano Ronaldo s'il est titulaire. 15h demain samedi. Waouh! Qui l'aurait cru? C'est un peu trop difficile. Le Portugal là pour passer. Ce qui veut dire ça c'est vraiment difficile, mais le Portugal va passer. Waouh! On est impressionné là. Je parle, à cause du Portugal, je suis en train d'apprendre le portugais. Ouais, super. Super. L'espagnol, le portugais, l'anglais, l'allemand. Oui, ça c'est bon. Donc, les Marocains ne vont pas se laisser faire. Hein. Les Marocains ne vont pas se laisser faire. Ça, c'est un match. Pour vous, c'est une chance pour passer en demi? Ils ont les moyens? Ils ont les moyens. Bien sûr, ils ont tous les moyens de passer en demi. Mais aussi, le Portugal va passer. Oui. Je ne veux pas faire le patriotisme. Votre cœur bat pour le Portugal, oui. Je ne veux pas faire vous connaît pour ça. Devant tous les médias dire le Maroc va passer alors qu'au fond je sais que je suis pour le Portugal. Donc il vaut mieux le dire en même temps. Oui. Ils vont essayer, mais. Ouais, mais bon, j'espère qu'on passera. Phidias, on sait très bien que l'Espagne ne joue pas de la même façon que le Portugal. Oui. Est-ce que pour ça, le Maroc va rester à la maison ou bien ils trouveront une autre formule pour éliminer Cristiano Ronaldo et ses compères? Je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas vaincre sans péril. Et je pense que le Maroc, c'est une équipe capable de s'adapter. Et surtout, ce sera un match d'opposition de style entre une équipe qui aime défendre et une équipe qui adore attaquer. Ça va être un peu du colchonerisme face au guardiolanisme. C'est-à-dire, c'est pas un mot non, j'aime ça. Vous comprenez? Quand ils n'existent pas, il faut les inventer, les mots. Oui, voilà. On parle de coup franc juninesque pour faire allusion à Juninho. Voilà qui est dit. Je ne suis pas le premier à le dire quand même. Pas. Donc, ça va être un match d'opposition de style avec une bonne défense du Maroc composée de Romain Saïs et de... Bon, j'espère qu'il va revenir de blessure. Oui, il semble qu'il est entre les mains des kinés pour lui donner tout le tonus nécessaire pour jouer ce match contre le Portugal. Ce sera vraiment important. L'axe de la défense du Maroc est la meilleure de cette compétition jusqu'à présent. Ils ont quand même... Ils n'ont encaissé qu'un but. C'est face à l'une des meilleures attaques de la compétition. Exactement. Maintenant, je pense et c'était un contre son camp également. Oui, il faut le préciser. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Vivement que le spectacle commence. Que le spectacle commence. Et le spectacle sera forcément au rendez-vous demain sous les coups de 15h. Et plus tard, le crunch. On ne sait pas s'il s'agit du match le plus attendu. Mais quand on suit les médias français, on a l'impression que c'est déjà une finale. Hein. On va d'abord se permettre de se remémorer ceux qui avaient suivi la Coupe du Monde 98 en France. Moi, je me souviens très bien, à l'époque, il y avait une tombola de chewing-gum. Vous en achetez tellement juste pour collectionner les photos des joueurs. Et à un moment donné, moi, j'avais mal à la mâchoire parce que j'en mangeais tellement. À un moment donné, j'ai fait des chewing-gum, des boules de ballon et j'ai mis ça de côté parce que j'en avais marre. Mais quand il vous manque une photo d'un joueur, vous faites le tour de la ville pour aller en chercher. Et vous cherchez des chewing-gums, vous ouvrez, mais vous n'avez toujours pas ce joueur-là pour compléter votre sélection. La folie du foot. La folie, quand ça vous tient. France-Angleterre, plutôt Angleterre-France. Le match a lieu demain samedi à 19h. Waouh! Vous voulez rater ce match-là? Non, pour rien au monde. Là. Ce match Même si vous avez un contrat de 5 millions quelque part à aller gagner?
On passe. D'accord, continuez seulement. L'argent et son pouvoir. La FIFA en sait quelque chose. Donc là, je pense que c'est un match intéressant sûr. Ce qui m'intéresse, c'est que on aura beaucoup de duels dans ce match. Au milieu de terrain, tu as le milieu Declan Rice, Henderson et Jude Bellingham qui sera face à ce milieu français. Tchouaméni, Rabiot qui depuis le début de la compétition fait une très belle compétition. J'ai une petite question. S'il vous plaît, peut-être chacun va se mouiller là-dessus. Ouais. N'Golo Kanté manque-t-il à cette équipe de France? Non, pour l'instant, pas tellement. Non. Non. D'accord, continue. Pas pour l'instant. Donc, je pense que Griezmann également dans sa nouvelle position, qui se démêle pas mal. Et je pense que la force et les deux équipes ont également les deux mêmes forces. Je peux dire que tu prends par exemple l'attaque française, tu as Mbappé qui certainement va faire du mal à Hulker sur son côté. Et de l'autre côté, on parle beaucoup de Mbappé et de Hulker, mais on oublie cette armada offensive de l'Angleterre. Tu as Bukayo Saka, tu as Foden et Kane depuis le passage de Mourinho du côté de Tottenham, ça l'a transformé. C'est un joueur qui est capable de servir ses coéquipiers, capable de marquer également. Donc ce serait un match vraiment disputé entre les deux équipes et ça part sur un 50-50. Mais il faut un vainqueur à la fin. Un vainqueur, je préférais les Anglais. Les Anglais, on vous comprend. Vous aimez beaucoup la langue de Shakespeare. Je vais être rapide. Moi, quand on parle de France-Angleterre, je me souviens du match de l'Euro 2004 France-Angleterre. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. Oui. C'était un match vraiment qui a été très émouvant. J'étais avec ma mère et mon frère Joseph Quinvier. On était là, on se regardait. On dit que ce n'était pas possible. Wow. Les deux buts du dernier but de Zidane. Ouais. Donc voilà, j'ai eu une petite mémoire en ça. Super. Pour ce France-Angleterre, ça va être un match tactique, surtout aussi un match de milieu de terrain. Voilà, donc ça sera une grosse bataille. Une grosse bataille, donc ça sera de beaux jeux que le meilleur gagne. Oh là là, il a encore dit lui que le meilleur gagne. Mais il faut que quelqu'un gagne quand même. Lui, il a dit l'Angleterre. Non, moi, mon cœur, c'est le Portugal. D'accord, il n'y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire. Peut-être même on vous souhaitera une finale Portugal-France. Bien, c'est possible. Pourquoi pas? Et si le Portugal jouait face au Togo? Bon, on va continuer. On a l'impression qu'il est dans un autre monde, notre ami l'homme Nayo. Mon cher ça va arriver. Angleterre-France de ce samedi. Moi, je vois les champions du monde passer face aux Three Lions parce que quand on voit cette équipe de la France, on sent qu'elle évolue en mode diesel. Je pense qu'elle prend de la confiance. C'est le premier gros test. C'est le premier gros test, c'est vrai, mais ils ont tellement de crédibilité et surtout, ils ont Kylian Mbappé. On sent que c'est une équipe qui a vraiment... Ça suffira sur le papier ou c'est sur le terrain? Ça va se passer sur le terrain, mais je pense que la France va passer. La France va passer parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens de punir cette équipe anglaise de plusieurs manières. C'est-à-dire, c'est deux foudres de guerre qui s'affrontent, mais il y a une équipe qui a plus de possibilités de frapper que l'autre. C'est-à-dire la France, sur des attaques placées, elle peut marquer. Également sur contre-attaque, elle peut marquer. Mais l'équipe anglaise, on l'a vu souvent rayonner que sur contre-attaque. Donc, on vous comprend, votre cœur bat pour la France. Oui, la France passera. Ce qui est clair, Angleterre, que le meilleur gagne et la France de l'autre côté. Messieurs, vous voulez saluer quelques personnes chères à vous? Ah oui, je salue Delanova Tikbon, je salue David Diadjou qui nous suit également et coucou spécial à tous les membres de la plateforme PFE. D'accord, on salue également Armel Niavort et puis Romuald Moncho qui nous suivent depuis Togoville. Big up à vous, mon cher Gordo. Oui, je salue Steven Lavon qui fait son anniversaire aujourd'hui. Ah d'accord, c'est son anniversaire aujourd'hui. À toi, Big Box. Ah oui. Je salue aussi Meir qui a fêté son anniversaire il y a deux jours. D'accord. Je salue Agbala Apa Anik. Oui. Je salue Abigail, Martha Delphonse et puis Viviane Condi. Donc, lorsque vous allez récupérer les scotch et whisky, passez nous voir. Hein. Mon cher Phidias. Oui, comment est-ce que je pourrais finir cette émission sans saluer mon mentor, celui qui m'a amené dans le journalisme? Je te salue, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Il s'appelle comment? Henri Joël Akodo, le fondateur de Afrique Express Sport. Bonjour Henri, oui. Merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci. D'accord. Et voilà, bonne chance pour la suite. Merci et bonne chance pour la France. C'est ce que vous devez dire normalement. Bonne chance pour la France également. Voilà. N'ayez pas peur des mots. Mon cher Elom, Gordo et puis Phidias, merci infiniment. Merci. J'espère que vous avez aimé. Hein. Oui, on a aimé. À la prochaine. Lundi, on sera ici toujours. Même heure, même antenne. Merci Elom Adovo. Mille gratitudes à Sa Majesté Pélagie Mekoum. Allez, la Coupe du Monde, toujours sur Sport FM. Ciao, ciao.